Donc faire un cours de sémiologie sur le diabète, c'est un peu curieux parce que la définition du diabète, c'est purement biologique. Donc c'est en premier lieu une définition et une sémiologie biologique. Alors qu'est-ce que c'est que la définition biologique du diabète sucré, diabète mellitus comme disent les anglo-saxons? Eh bien le diabète, ça se définit par l'existence d'une hyperglycémie chronique. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé qu'on aurait le droit de parler de diabète si la glycémie à jeun depuis 12 heures, est 2 fois, et c'est important, 2 fois, supérieure ou égale à 7 millimolaires, c'est-à-dire à 1,26 g par litre. Voilà. C'est ça la définition du diabète, quelle que soit sa cause, quelle que soit sa gravité, son devenir, son traitement, etc. Et alors la raison pour laquelle l'OMS a choisi de définir comme ça le diabète, c'est pour en faciliter le dépistage. On aura l'occasion d'en parler brièvement au cours de cet exposé, mais il y a beaucoup de gens qui ont un diabète et qui ne le savent pas. Et donc, comme le diabète expose les gens à des complications, et en particulier vasculaires, il est important de pouvoir dépister le diabète dans des populations qui ne se savent pas porteuses d'un diabète. Et pour ça, le test le plus simple, le plus reproductible, même s'il ne l'est pas parfaitement, c'est la glycémie à jeun. Donc tous les autres tests, hyperglycémie provoquée, mesure d'insulinémie, de peptide C, comme on en parlait tout à l'heure, ce ne sont pas des tests diagnostiques du diabète, ça n'est que la glycémie à jeun. Alors il y a une autre façon de faire le diagnostic de diabète, c'est dans une situation qui est moins fréquente que celle de l'absence de symptômes, c'est celle dans laquelle les patients sont porteurs de symptômes évocateurs de l'hyperglycémie. On va revenir sur ce que peuvent être ces symptômes. Et dans cette situation-là, quand il y a des symptômes, il suffit de mesurer une glycémie supérieure ou égale à 11 millimolaires, c'est-à-dire 2 grammes par litre, une seule fois pour porter le diagnostic de diabète. Voilà, donc ça sont les deux situations en général. Maintenant, quand on regarde ce qu'est la définition du diabète, on peut être un peu étonné qu'on définisse le diabète par une hyperglycémie au-dessus d'un gramme 26, alors que les valeurs normales de la glycémie, comme l'a montré l'orateur précédent à l'instant, c'est évidemment beaucoup plus bas que ça, puisque la glycémie à jeun, ça ne dépasse pas physiologiquement à peu près 1 gramme par litre. Alors l'OMS a identifié une deuxième catégorie d'anomalies de la tolérance au glucose, qu'on appelle non pas l'intolérance au glucose, mais l'hyperglycémie modérée à jeun. Et ça, selon l'OMS, c'est défini par une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,10 g, c'est-à-dire 6,1 millimolaires. Alors, quel est l'intérêt de définir cet état qui n'est ni normal, ni vraiment le diabète? Eh bien, c'est quand on regarde ce que deviennent les gens qui ont une hyperglycémie modérée à jeun, quand on ne fait rien et qu'on les laisse évoluer, eh bien, on se rend compte que ces anomalies modérées de la glycémie, ici en bleu, vous voyez qu'elles conduisent, en fonction du temps, ici quelques années, elles conduisent une proportion élevée de ces sujets à développer un véritable diabète, là encore défini par une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g. Donc ces hyperglycémies modérées à jeun, il faut les prendre en compte. En fait, ce sont des états de pré-diabète, prédictifs de la survenue d'un diabète, si on ne prend pas des mesures. Quel genre de mesures, par exemple? Imaginez un individu qui a une hyperglycémie modérée à jeun. Vous savez que si vous ne faites rien, il va devenir diabétique. Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer pour éviter de devenir diabétique? Allez, 2 mesures simples. De perdre du poids et de faire du sport. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres tests diagnostiques du diabète? Parce que c'est un peu curieux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande 2 mesures de glycémie à jeun pathologique pour faire un diagnostic de diabète, parce que quand même la glycémie, même si c'est quelque chose qui est étroitement régulé, ça varie d'un jour à l'autre. Donc évidemment, on pourrait dire que dans certaines situations, on pourrait avoir un jour une glycémie un peu supérieure à 1,26 g, et puis 8 jours plus tard ou 3 mois plus tard, une glycémie en dessous. Et donc, comment faire puisque cette glycémie varie? Alors l'idée, c'est d'utiliser un processus qui est un processus physiologique qu'on appelle la glycation. La glycation, qu'il ne faut pas confondre avec la glycosylation, parce que les glycosylations, ça fait intervenir des processus enzymatiques. La glycation, c'est ce que j'ai représenté ici. C'est un processus très simple, c'est que quand vous trempez quoi que ce soit dans une solution de glucose et que vous attendez, du glucose va se coller sur le quoi que ce soit. Et donc on appelle ça la glycation. C'est un procédé non enzymatique et c'est un processus qui est irréversible. En conséquence, si vous trempez une structure biologique comme par exemple l'hémoglobine qui circule dans les hématies, comme vous savez, si vous la trempez dans du glucose, eh bien une partie de cette hémoglobine va se glyquer.
Et on peut mesurer, on peut séparer l'hémoglobine non glyquée de l'hémoglobine glyquée. On peut le faire pour plein d'autres protéines d'ailleurs. Et cette hémoglobine glyquée, compte tenu de la durée de vie des hématies, physiologiquement, eh bien, par des calculs que je ne vais pas détailler ici, on peut considérer que c'est équivalent à une intégrale de la glycémie sur 2 à 3 mois. Donc à n'importe quel moment, sans être à jeun, si vous faites une mesure de l'hémoglobine glyquée, vous avez un reflet des niveaux glycémiques que cette personne a eu dans les 2 à 3 derniers mois. Et physiologiquement, on a tous de l'hémoglobine glyquée, puisqu'on a tous de l'hémoglobine et du sucre dans le sang. Eh bien, physiologiquement, 4 à 6% de l'hémoglobine est glyquée. Évidemment, si on est hyperglycémique, et si on ne l'est pas forcément le jour où on vient faire la prise de sang, mais à d'autres moments dans la journée, et sur une période prolongée, eh bien, le pourcentage de l'hémoglobine glyquée va augmenter au prorata du niveau d'hyperglycémie et de la durée de l'hyperglycémie, puisque c'est une intégrale. Alors ce test d'hémoglobine glyquée, c'est un test que les médecins utilisent beaucoup pour surveiller la qualité de l'équilibre des patients qui ont un diabète et qui sont traités. L'objectif étant de ramener l'hémoglobine glyquée vers des valeurs normales, c'est-à-dire de normaliser les glycémies. Mais il a été proposé également qu'on puisse l'utiliser comme un test diagnostique du diabète, avec l'avantage qu'il n'y a pas besoin d'être à jeun pour le faire, et qu'il n'y aurait pas besoin de le faire plusieurs fois, puisque ça reflète plusieurs mois, avec un seuil diagnostique qui a été fixé à 6,5%. Alors cependant, ça n'est pas encore un test validé par l'OMS comme test diagnostique du diabète, pour plusieurs raisons, en particulier son coût, puisque ça coûte à peu près 10 fois plus cher que de mesurer la glycémie. Alors c'est très bien d'avoir défini ces seuils de glycémie, éventuellement d'hémoglobine glyquée, tout ce qu'on voudra. La question c'est quelle est la justification de ces seuils? Pourquoi est-ce que l'OMS a décidé qu'on parlerait de diabète à partir de 1,26 g? Est-ce que vous avez une idée de ça ou pas? Est-ce que vous pouvez faire des hypothèses ou pas? Oui, ça a un rapport avec les complications. Alors effectivement, quand on parle parce qu'on est en médecine, hein, on n'est plus en physiologie, on est en situation clinique. Quand on parle de diabète, l'intérêt de faire un diagnostic de diabète, c'est de prendre en charge des gens, de les soigner éventuellement, et quelles que soient les mesures, hein, ça peut être du régime, ça peut être des médicaments, ça peut être de l'insuline, mais si on soigne les gens, c'est parce qu'on veut leur éviter, pas d'avoir des chiffres élevés, on ne soigne pas des chiffres, mais on veut leur éviter d'avoir des complications de la maladie représentée par ces chiffres élevés. Et ici, en l'occurrence, quand on parle de diabète et de complications, on parle essentiellement, pas uniquement, mais on parle essentiellement de complications vasculaires. Et ces complications vasculaires, on les range habituellement, parce que c'est commode, même si c'est un peu moins dichotomique que ça, on les range habituellement en 2 catégories. Des complications de microangiopathie, qui touchent des petits vaisseaux, par exemple des petits vaisseaux rétiniens, les petits vaisseaux glomérulaires dans les reins. Et ces complications de microangiopathie, elles sont en premier lieu, non pas exclusivement, mais en premier lieu, très dépendantes de l'hyperglycémie, du niveau d'hyperglycémie, de la durée de l'hyperglycémie. Alors que les complications de macroangiopathie, celles qui touchent les gros vaisseaux, par exemple les artères coronaires, ou les artères cérébrales, ou l'artériopathie des membres inférieurs, eh bien, ces complications de macroangiopathie, elles sont d'une part dépendantes du niveau d'hyperglycémie. L'hyperglycémie est un facteur de risque de macroangiopathie, mais la macroangiopathie dépend de beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, vous pouvez en citer 1 ou 2? Qu'est-ce qui expose au risque d'infarctus? Pardon? Oui, l'hypercholestérolémie. Un autre? Un autre facteur de risque cardiovasculaire? L'hypertension artérielle, oui. Encore un autre? Le tabagisme, l'âge, etc. Donc là, il y a beaucoup de facteurs de risque de macroangiopathie, dont l'hyperglycémie. Et donc, si on veut étudier le rôle de l'hyperglycémie sur des complications, à partir de quel seuil d'hyperglycémie on a des complications, eh bien, si on veut se mettre dans une situation pure d'un point de vue épidémiologique, eh bien, c'est plus simple, c'est pas exclusif, mais c'est plus simple de regarder les complications de microangiopathie. Alors c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a été fait en particulier dans une étude qui a été publiée il y a une vingtaine d'années. Ce que vous voyez ici, c'est des gens chez qui on a fait une prise de sang pour mesurer la glycémie à jeun, ici en grammes. Ça va de 0,70 g jusqu'à plus de 2 grammes par litre. Et puis on a regardé leur fond d'œil pour voir s'ils avaient des complications vasculaires rétiniennes, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et on a regardé le pourcentage de gens qui avaient une rétinopathie diabétique en fonction du niveau de glycémie.
Et on l'a fait dans 3 populations. Alors pourquoi on le fait dans 3 populations? Ben, c'est pour s'affranchir d'un effet qui serait par exemple génétique. Telle population serait exposée à faire des complications oculaires. Et là, ce que vous voyez, dans 3 populations qui sont en rouge, des Amérindiens, une tribu qu'on appelle les Pima, tribu dans laquelle la prévalence du diabète à l'âge adulte est la plus élevée au monde, 40% des adultes ont un diabète. Ici, une population d'Égyptiens, et puis en vert, une population de Caucasiens de la côte est des États-Unis. Et on a compté tout simplement le nombre de gens qui ont une rétinopathie en fonction du niveau de glycémie. Et ce que vous voyez, ben, c'est qu'à peu près par ici, c'est à peu près cohérent dans les 3 populations, la fréquence, la prévalence de la rétinopathie augmente en fonction de la glycémie. Et muni de ces courbes, eh l'OMS a choisi de retenir le seuil de 7 millimoles. On a dit qu'à partir de 7 millimoles, oui, dans toutes les populations, il y a une augmentation franche de la rétinopathie. C'est donc ce seuil qu'on retient pour poser le diagnostic de diabète. Évidemment, c'est stupide. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris 7 millimoles? On a pris 7 millimoles parce que les diabétologues ne sont pas très malins et que 1,26 g par litre, c'était un peu compliqué à retenir. Donc 7 millimoles, ça se passe ici. Et comme ça, tous les diabétologues retiennent ça. En réalité, évidemment, un individu qui a une glycémie à 1,27 g, il n'est pas radicalement différent d'un individu qui a une glycémie à 1,25 g. Mais pour des raisons épidémiologiques, pour que tout le monde parle de la même chose, c'est ce seuil de 7 millimoles qui a été retenu. Question là-dessus? Alors si maintenant on parle de diabète, et c'est pour ça que j'ai dû mettre quelque part des S à diabète, c'est quand on parle de diabète, ça se définit par une hyperglycémie, mais en réalité il y a beaucoup de causes de diabète. Là encore l'OMS définit dans sa classification toute une série de diabètes, il y en a beaucoup, mais en réalité il y en a 2 qui représentent l'immense majorité des cas, ce qu'on appelle le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est ce qu'on appelait avant le diabète non insulinodépendant, c'est la forme la plus fréquente de diabète, puisque ça représente à peu près 90% des cas de diabète dans le monde. Je voudrais, dans les quelques diapos suivantes, vous donner des éléments de physiopathologie. Qu'est-ce qui provoque le diabète chez les individus? Si vous regardez, comme ça a été expliqué dans l'exposé précédent, ce qui fait qu'on a une glycémie normale ou pas normale, c'est la relation qui existe entre la capacité des cellules bêta à sécréter de l'insuline et la sensibilité des tissus périphériques à l'insuline. Le foie, le tissu adipeux, le muscle, pas le cerveau, puisque comme vous savez, c'est un organe insulino-indépendant. Donc si vous regardez ici, sur cette hyperbole, les rapports qu'il y a entre capacité à sécréter de l'insuline ici et sensibilité des tissus aux effets de l'insuline, parce que vous voyez, c'est qu'il y a une relation continue entre les deux. Dans cette partie de la figure, les gens ont une tolérance au glucose normale, on va dire qu'ils n'ont pas de diabète, et puis si on tombe sous l'hyperbole, on a un diabète. Et vous voyez ici que j'ai figuré 2 exemples. Là, vous avez un individu qui est très peu sensible en rouge à l'action de l'insuline, et comme il est très peu sensible à l'action de l'insuline, il faut qu'il en sécrète beaucoup pour avoir une glycémie normale. A l'inverse, vous avez ici un sujet qui est très sensible à l'action de l'insuline, il n'a pas besoin d'en sécréter beaucoup pour maintenir une glycémie normale. Alors des exemples de ces 2 types de sujets qui n'ont pas de diabète. Ici vous avez des facteurs de sensibilité à l'insuline, un âge jeune, un sujet mince, un sujet sportif, donc il y a une bonne masse musculaire. Et à l'inverse, ici, un individu plutôt résistant à l'action de l'insuline, relativement résistant, parce qu'il est obèse, parce qu'il est sédentaire, ou bien pendant la grossesse, ou bien parce qu'on prend des médicaments qui favorisent l'hyperglycémie. Mais tant qu'on est capable de sécréter de l'insuline en fonction de sa sensibilité, eh bien on maintient une glycémie normale. Et donc c'est ce que j'ai figuré ici. Si par exemple, imaginons que je vieillisse, que je prenne du poids, que je devienne plus sédentaire, j'arriverai à maintenir une glycémie normale à condition de sécréter plus d'insuline. Donc le grand mécanisme de la physiopathologie du diabète, des diabètes en général, c'est une inadéquation entre la capacité à sécréter de l'insuline et la sensibilité de l'insuline dans l'individu. Voilà un premier exemple, c'est ce qu'on appelle un diabète de type 1. Alors je vais vous dire ce que c'est que le diabète de type 1, mais la grande caractéristique métabolique du diabète de type 1, c'est un effondrement de la sécrétion d'insuline sans anomalie de la sensibilité. Et à quoi est dû cet effondrement de la sécrétion d'insuline? Eh bien, c'est dû à une maladie auto-immune,
Donc le système immunitaire est déréglé. Et cette maladie auto-immune détruit de manière spécifique les cellules bêta. Alors c'est l'image histologique qu'on a ici, non pas chez un homme, mais dans un modèle animal. Vous voyez ici un îlot de Langerhans. Et tous les petits points noirs que vous voyez là sont des lymphocytes qui ont infiltré l'îlot de Langerhans, et en particulier des lymphocytes TCD8. Et ces lymphocytes TCD8 vont détruire spécifiquement les cellules bêta. Alors évidemment, si on n'est plus du tout capable de sécréter de l'insuline, la glycémie ne peut que monter. Cette maladie auto-immune, dont on ne connaît pas très bien le déterminisme, même si on connaît ses mécanismes, cette maladie auto-immune, on peut l'identifier assez simplement parce qu'au cours de cette destruction des cellules bêta, des auto-anticorps, qui sont des marqueurs diagnostiques, peuvent être produits, sont produits, qui sont des auto-anticorps anti-insuline, anti-décarboxylase de l'acide glutamique, anti-tyrosine phosphatase qu'on appelle IA2, et anti-transporteur du zinc qu'on appelle ZNT8. Ces anticorps, on peut les chercher en routine. Et donc si on voit un patient qui a un tableau qui est évocateur de diabète de type 1 et qu'on en veut la confirmation, eh bien on peut demander une recherche de ces anticorps, et leur positivité confirme le caractère auto-immun du diabète et donc le fait qu'il s'agisse bien d'un diabète de type 1. Donc le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune spécifique des cellules bêta. Elle conduit à une carence absolue de la sécrétion d'insuline, donc les patients vont devenir insulinodépendants, ils vont être obligés de se traiter par l'insuline, alors que la sensibilité à l'insuline, là, est normale. À l'inverse, si on peut dire, ce n'est pas tout à fait à l'inverse, mais ce n'est pas la même chose. Dans le diabète de type 2, la sécrétion d'insuline n'est pas normale, mais elle n'est pas totalement effondrée. Et ce qui se passe dans la plupart des cas chez les gens qui ont un diabète de type 2, c'est qu'ils ont une diminution de leur sensibilité à l'insuline, ce qu'on appelle une insulinorésistance, et ils ne sont pas capables de compenser cette insulinorésistance. En conséquence, ils ne produisent pas assez d'insuline pour leur niveau de sensibilité, et du coup, ne produisant pas assez d'insuline, ils deviennent hyperglycémiques. C'est la physiopathologie reconnue aujourd'hui de ce qu'on appelle le diabète de type 2. Il y a donc une combinaison d'une insulinorésistance et d'une absence de sécrétion d'insuline adaptée. La physiopathologie du diabète de type 2, c'est plus compliqué que celle du diabète de type 1, en tout cas c'est ce qu'on croit aujourd'hui. Les anomalies de la sécrétion sont constantes, l'insulinorésistante, elle est quasi constante aussi, et elle est liée au fait que 80% des gens qui ont un diabète de type 2 sont en excès pondéral ou obèses. Et comme vous le savez, il y a de plus en plus de gens obèses ou en excès de poids dans la population générale, et ça explique pourquoi dans tous les pays où on regarde, la prévalence du diabète de type 2 explose. Alors non seulement le diabète de type 2, c'est des anomalies de la régulation de la glycémie, mais en plus, dans la grande majorité des cas, le diabète de type 2 s'associe à toute une série de facteurs de risque vasculaire, ceux dont on parlait tout à l'heure, en particulier l'obésité, l'hypertension artérielle et les dyslipidémies. Qu'est-ce qui, dans ces conditions, qu'il s'agisse de type 1 ou de type 2, qu'est-ce qui va conduire à l'hyperglycémie? Alors en fait, je ne vais pas vous refaire le cours qui a été fait tout à l'heure, mais je vais le synthétiser sur cette plaque. Puisqu'on a un défaut de sécrétion d'insuline plus ou moins associé à une résistance à l'action de l'insuline, on va avoir trois anomalies majeures qui vont expliquer à la fois les anomalies métaboliques, mais aussi une partie des symptômes cliniques. La première anomalie, c'est qu'en l'absence de quantité d'insuline suffisante sur les tissus périphériques, il va y avoir un défaut de captage du glucose, essentiellement dans deux tissus, les muscles et le tissu adipeux, et un défaut de stockage du glucose dans les muscles sous forme de glycogène, dans le tissu adipeux sous forme de triglycérides. Deuxièmement, l'absence d'effet suffisant ou correct de l'insuline sur le foie va désinhiber la néoglucogénèse et la glycogénolyse, et en conséquence, le foie va libérer du glucose. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une augmentation de la production hépatique de glucose, même quand on n'en a pas besoin. Et puis troisièmement, l'insuline, c'est aussi une hormone importante dans la lipogénèse, et en l'absence d'insuline ou absence plus résistance du tissu adipeux, eh bien, la lipogénèse va être Je m'exprime mal. L'insuline, c'est une hormone anti-lipolytique, c'est-à-dire qui inhibe la lipolyse. Et donc, en l'absence d'insuline ou si le tissu adipeux n'est pas sensible à l'action de l'insuline, la lipolyse va être accrue. Et la lipolyse, ça consiste à casser des triglycérides en glycérol et en acide gras. Et donc, on va avoir une libération
de quantité excessive d'acide gras dans la circulation. Donc défaut de captage, d'utilisation et de stockage du glucose et augmentation de la production hépatique de glucose, ça explique l'hyperglycémie. Levée de l'inhibition de la lipolyse, ça explique un afflux d'acide gras libre dans la circulation sanguine. Aux anomalies de la glycémie qu'on peut observer chez les gens qui ont un diabète de type 2, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire qui s'associent. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire, ils s'intègrent souvent dans un syndrome qu'on appelle le syndrome d'insulinorésistance, qu'on appelle aussi syndrome métabolique. Et ce syndrome métabolique, il a 4 grandes caractéristiques. En fait, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous pouvez quasiment faire le diagnostic et vous pouvez quasiment identifier les gens qui sont à risque de développer un diabète de type 2. Parce que leur première caractéristique, c'est une caractéristique morphologique, c'est ce qu'on appelle l'obésité ou l'excès pondéral de répartition androïde. Pour dire les choses de manière vulgaire, c'est gros du ventre, quoi. Pourquoi? Parce que cette masse adipeuse intra-abdominale, qui est de la graisse viscérale, c'est une source d'insulinorésistance. Donc à cette première caractéristique s'associe ou un hyperinsulinisme ou des anomalies de la tolérance au glucose, puis aussi une hypertension artérielle, et aussi la dyslipidémie dont on parlait tout à l'heure, avec une particularité, c'est que la dyslipidémie de l'insulinorésistance, ce n'est pas une augmentation du cholestérol LDL, c'est une baisse du cholestérol HDL, ce qu'on appelle le bon cholestérol, une augmentation des triglycérides et des particules LDL qui sont particulièrement hétérogènes parce qu'elles sont petites et denses. Tout ça, ça explique, c'est un peu complexe peut-être, mais ça explique pourquoi les gens qui ont un diabète de type 2 sont des patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire. Ils ont une hypertension artérielle, ils ont une obésité androïde, ils ont une dyslipidémie et ils ont une hyperglycémie. Et du coup, les maladies cardiovasculaires au sens large, elles sont 3 à 5 fois plus fréquentes dans la population des gens qui ont un diabète que dans la population générale. Alors juste un mot, je ne vais pas insister là-dessus, à propos de la répartition, de la fréquence de ces deux formes de diabète dont je viens de vous parler. Le diabète de type 1, c'est assez minoritaire, c'est 5 à 10% des cas. Ça dépend des pays, il y a des pays dans lesquels c'est assez fréquent. Le diabète de type 2, c'est très majoritaire et c'est 85 à 90% des cas de diabète dans la population mondiale. On dit aujourd'hui environ 5% de la population mondiale, je n'ai pas fait le calcul, mais on dit quelque chose comme plus de 350 millions de patients diabétiques déjà identifiés dans le monde. Partout où on regarde, ça augmente. Et ça augmente partout où on regarde parce que de plus en plus les gens sont sédentaires, de plus en plus les gens sont en excès pondéral. Ça survient, avant on disait le diabète de type 2, c'est une maladie des gens d'âge moyen. Et âge moyen, pudiquement, ça voulait dire au-delà de 40-50 ans. Ça n'est plus vrai. Il y a de plus en plus de gens jeunes, y compris des adolescents, maintenant, qui développent un diabète de type 2. En France, les dernières données épidémiologiques, c'est environ 5% de la population entre 45 et 65 ans. Et ce qui est important, et il faut retenir ça, et ça explique toutes les campagnes de prévention et de dépistage, c'est qu'un cas sur 3 de diabète de type 2 est méconnu. C'est-à-dire que les gens se promènent avec une hyperglycémie suffisante pour induire des complications chroniques comme microangiopathie et macroangiopathie, sans même savoir qu'ils ont une hyperglycémie, parce qu'ils sont, et c'est curieux pour un cours de sémiologie, parce qu'ils sont asymptomatiques. Classiquement aussi, on avait tendance beaucoup à distinguer ces deux formes de diabète, type 1 et type 2, en fonction de leur phénotype, c'est-à-dire de leur présentation clinique. Et en fait, ce qui est le plus important dans cette plaque, c'est ce qui est écrit en bas. Aucun de ces critères classiques n'a de valeur absolue. Ce sont des valeurs d'orientation. C'est-à-dire que quand on voit arriver un patient dans une consultation ou à l'hôpital, en hospitalisation pour une hyperglycémie, on peut, par intuition, par habitude, sur quelques éléments d'orientation, dire « je pense que c'est un diabète de type 1 » ou « je pense que c'est un diabète de type 2 ». Mais en fait, on peut aussi se tromper. Alors typiquement, les gens qui ont un diabète de type 1 sont plutôt des gens jeunes. Mais c'est plutôt, parce qu'en fait, on peut avoir un diabète de type 1 à n'importe quel âge. On peut avoir 75 ans et faire une maladie auto-immune spécifique des cellules bêta. Les gens qui ont un diabète de type 1 ont rarement des antécédents familiaux. Quand vous interrogez quelqu'un qui a un diabète de type 1 et que vous lui demandez s'il y a des cas de diabète dans sa famille, il dit non, je suis le premier. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Les symptômes initiaux, on va y revenir, sont assez bruyants. Souvent, le diabète de type 1, au début, le plus souvent, c'est un diabète symptomatique. La tendance à fabriquer des corps cétoniques,
c'est-à-dire à éventuellement développer une acidocétose, on va y revenir. Elle est systématique chez les gens qui ont un diabète de type 1, et ça s'explique par ce que je vous ai dit tout à l'heure. En l'absence d'insuline, on défrène la lipolyse, on libère des acides gras, et les acides gras, c'est le substrat de la cétogénèse hépatique. Les gens qui ont un diabète de type 1, ils ont un poids normal, voire même ils ont maigri du fait de la carence en insuline. Ils n'ont pas de symptômes associés, ce sont des gens qui sont par ailleurs en parfaite santé. Et évidemment, ils sont, du fait de leur hyperglycémie, exposés aux complications de micro et de macroangiopathie. Les gens qui ont un diabète de type 2 ont un âge plus élevé en moyenne que ceux qui ont un diabète de type 1, avec le bémol que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont en revanche souvent des antécédents familiaux de diabète de type 2. On dit que lorsque un individu a un diabète de type 2, le risque que ses enfants aient un diabète de type 2, c'est environ 20%. Donc il y a un caractère familial fort. Très souvent, il n'y a pas de symptômes. Je vous ai dit que c'était volontiers asymptomatique. Ça n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. La tendance à la cétose, elle est rare, parce que le fait que les patients sécrètent encore un peu d'insuline, leur insulinosécrétion n'est pas nulle, fait que leur lipolyse est freinée et donc ils ont moins tendance à fabriquer des corps cétoniques. Ils sont souvent obèses, c'est la très grande majorité des patients. Ils ont des symptômes associés qui sont le syndrome métabolique dont je viens de vous parler. Et évidemment, comme ceux qui ont un diabète de type 1, du fait de l'hyperglycémie, ils sont exposés au risque de microangiopathie et encore plus de macroangiopathie du fait des facteurs de risque associés. Alors voilà un exemple historique de ce que peut être le phénotype de quelqu'un qui a un diabète de type 1. Ce petit garçon, joufflu, que vous voyez là, est devenu cet enfant cachectique lorsque sa mère l'a amené pour la première fois en 1922 à l'hôpital de Toronto. Il avait depuis plusieurs mois un syndrome polyuropolydipsique, des corps cétoniques. Il maigrissait à vue d'œil. On disait même qu'il se consumait. On a appelé ça le diabète consomptif. Et voilà ce que ce petit garçon est devenu quelques années plus tard, après le traitement par l'insuline, qu'il a été le premier être humain à recevoir en 1922, puisque c'est le début de l'insulinothérapie, 1922. Donc vous voyez les ravages de la carence en insuline et les effets bénéfiques du traitement par l'insuline. Donc voilà le phénotype extrême de ce que peut être quelqu'un qui a un diabète de type 1. Et puis ici, vous avez aussi le phénotype extrême de ce que peut être quelqu'un qui a un diabète de type 2. Vous voyez, il a toutes les caractéristiques. Il n'est pas tout jeune, il est franchement obèse et androïde, et en plus, il est très sédentaire parce qu'il passe la journée devant son écran. Mais en réalité, ça n'est plus le phénotype le plus caractéristique du diabète de type 2, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde dans des populations âgées de 20 à 39 ans, c'est quand même pas très âgé, et qu'on regarde la prévalence aux États-Unis de l'hyperglycémie modérée à jeun ou du diabète de type 2, vous voyez que les anomalies de la tolérance au glucose, c'était dans les années 1999-2002, c'était 18% de la population jeune adulte américaine. Donc c'est vraiment une prévalence extrêmement élevée pour les anomalies totales. Et si on regarde simplement le diabète, il y avait déjà 2,4% de la population jeune adulte américaine qui est diabétique. Donc ce n'est pas seulement des gens âgés. Alors pour entrer plus avant dans la sémiologie au sens strict, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes dus ou associés au diabète? Je les ai mis en 3 catégories pour les classer un petit peu. Les premiers symptômes sont des symptômes qui sont directement en rapport avec les anomalies métaboliques, c'est-à-dire le diabète et sa cause. La deuxième catégorie, c'est les symptômes qui peuvent être dus aux affections qui elles-mêmes s'associent au diabète. Et puis la troisième catégorie, les symptômes des complications des diabètes. Alors pour prendre la première catégorie, ça va très vite. Quels sont les symptômes cliniques qui peuvent être en rapport avec l'hyperglycémie? Eh bien le principal syndrome, c'est ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique. On vous a dit tout à l'heure que l'organisme n'aime pas gaspiller. Et donc quand on a du glucose dans l'urine primitive, on est équipé dans le tube contourné de transporteurs du glucose, dont le boulot est de réabsorber cette déperdition énergétique, donc de réabsorber le glucose. Seulement, ces transporteurs, ils ont une capacité qui est limitée. Et donc, si vraiment le niveau de glycémie est très élevé, et donc s'il y a beaucoup de glucose dans l'urine primitive, ben, rapidement, la capacité de SGLT1 et SGLT2 va être dépassée. On va dépasser ce qu'on appelle le seuil rénal du glucose, et une glycosurie va apparaître. Et comme le glucose, c'est une molécule osmotique, quand on a une glycosurie, on a également une polyurie. Et quand on a une polyurie, ben, il faut bien la compenser. On a soif, on a une polydipsie.
Voilà. Donc voilà la physiopathologie du symptôme le plus classique du diabète, polyurie, polydipsie. Lorsqu'on a une profonde carence en insuline, indépendamment du fait que ça donne bien sûr une hyperglycémie, on l'a déjà vu, eh bien l'insuline c'est une hormone anabolisante, ça a même été utilisé il y a quelques dizaines d'années par les cyclistes comme un anabolisant, maintenant ils ont trouvé mieux. Eh bien l'insuline est une hormone anabolisante et quand on manque d'insuline beaucoup, quand on manque beaucoup d'insuline, eh bien on catabolise du tissu adipeux, on catabolise du muscle et donc on perd du poids. Et en plus de cataboliser du tissu adipeux, comme je viens de le dire tout à l'heure, on libère des acides gras et on fait de la cétogénèse. On va y revenir tout de suite. On va y revenir à propos de cette complication, qui est une complication qui est pas exclusivement, mais le plus souvent observée chez les gens qui ont un diabète de type 1, qu'on appelle l'acidocétose diabétique. Alors cette complication, c'est assez fréquent chez les gens qui ont un diabète de type 1, surtout quand ils n'ont pas été traités parce qu'on ne savait pas qu'ils avaient un diabète. Et qu'ils arrivent à l'hôpital comme ça, avec un diabète de type 1 révélé par l'acidocétose. C'est une complication grave parce que si on ne la traite pas, ça tue les gens. L'acidocétose, ça ne s'installe pas de manière très brutale. En général, ça survient de manière progressive. C'est précédé de symptômes sur quelques jours. Et ces symptômes, c'est évidemment la polyuropolydipsie, puisque n'ayant pas d'insuline, on est hyperglycémique. C'est précédé également de ce qu'on appelle une asthénie. Les gens sont épuisés. Et puis rapidement, ils vont avoir des symptômes qui sont, eux, plus évocateurs, qui sont l'existence de troubles digestifs, des nausées, des vomissements, éventuellement des douleurs abdominales, une perte de poids rapide. Ils ont maigri éventuellement dans les semaines qui ont précédé, puis là, ils perdent du poids à toute vitesse, et ils perdent du poids essentiellement parce qu'ils se déshydratent. Et si on respire leur haleine, on sent que leur haleine a une odeur bizarre qu'on appelle pomme rainette, pomme de je sais pas quoi, etc. Bref, une odeur acétonique. Pourquoi? Parce que quand on a des corps cétoniques dans le sang, on en élimine une partie dans la respiration sous forme d'acétone. Et donc ça a une odeur particulière. Et puis, si tout ça n'a pas été repéré, ou si on voit les gens à un stade plus tardif, eh bien, les patients arrivent avec un tableau de grande déshydratation du fait de leur polyurie, insuffisamment compensée par la polydipsie. Donc ils ont une déshydratation globale avec une baisse de la pression artérielle, une tachycardie, au maximum un collapsus, c'est-à-dire qu'ils arrivent en état de quasi-choc. Ils ont une acidose métabolique, et cette acidose métabolique qui est liée à l'inondation du corps par des corps cétoniques, de l'organisme par des corps cétoniques, est responsable d'une dyspnée destinée à essayer d'éliminer cette acidose, cette dyspnée étant classiquement décrite comme une dyspnée dite de Kussmaul à 4 temps. Inspiration profonde, pause, expiration profonde, pause, etc. Et puis, ils peuvent avoir des troubles de conscience, au minimum une espèce d'endormissement, les gens arrivent fatigués, laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix, je suis fatigué, ou au pire, un coma, et c'est ce qu'on appelle le coma acidocétosique, et la caractéristique du coma acidocétosique, c'est qu'il est calme, les gens sont profondément endormis, polypnéiques, déshydratés. Si vous voyez un patient arriver comme ça aux urgences, vous devez évidemment évoquer ce diagnostic. On peut trouver en plus les symptômes d'une affection déclenchante, une affection qui aura favorisé la survenue de l'acidocétose. Le plus souvent, il s'agit d'une infection. Ça peut être une infection pulmonaire, urinaire, abdominale, etc. Voilà, donc ça, ce n'est pas le mode de révélation le plus fréquent du diabète de type 1. Hein. C'est environ, allez, disons 10-15% des cas. Mais il faut le connaître. Dans la plupart des autres cas, eh bien, le diabète de type 1, il se révèle par une polyuropolydipsie, par une perte de poids puisqu'il y a un manque d'insuline, donc il y a fonte musculaire et du tissu adipeux. Mais ça peut également s'installer sur des mois et des mois avec des gens qui signalent qu'ils ont des infections récidivantes, par exemple des furoncyloses, des plaies cutanées qui ne cicatrisent pas, et souvent aussi des infections génitales, et en particulier à champignons, une candidose vaginale ou une balanite candidosique. Et enfin, c'est possible aussi, si on arrive par hasard à un stade précoce du diabète de type 1, de le découvrir à l'occasion d'une hyperglycémie fortuite chez un patient qui n'a aucun symptôme. Donc gardez ça en tête, parce que ça c'est une erreur classique. Si vous voyez un jour arriver, je ne sais pas, disons une jeune fille qui vient pour un bilan de pilule, elle a 22 ans, elle est mince, elle n'a aucun antécédent de diabète, elle se plaint de rien, on lui fait une glycémie, on trouve 1,30 g, ça peut être un diabète de type 1 qui commence. Et si on laisse passer cette occasion
de s'en occuper correctement, peut-être que c'est 1 an plus tard en réanimation en acidocétose qu'on la retrouvera. Donc ne laissez pas passer ce genre de situation. Pour ce qui concerne le diabète de type 2, quelles sont les modalités de présentation? Donc, premièrement, j'insiste sur le fait qu'il est de plus en plus précoce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écarter la possibilité d'un diabète de type 2 sous prétexte qu'on est en face de quelqu'un de jeune. Ça existe. Deuxièmement, le plus souvent, c'est-à-dire environ 50 à 80% des cas, c'est complètement asymptomatique. Il n'y a rien. Les gens ne se plaignent de rien. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème dans leur prise en charge, parce que ce sont des gens qui viennent parce qu'en médecine du travail, on leur a dépisté un peu de glycosurie, ou ils ont eu un bilan de santé de la Sécu, on trouve que la glycémie est élevée. Ils se sentaient en très bonne forme, bons vivants, joviaux, se tenant bien à table, etc., etc. Et du jour au lendemain, on leur dit non, pas du tout. Vous avez une maladie grave, vous avez un diabète. Et ça, c'est pas facile à accepter. Donc c'est le plus souvent asymptomatique. Dans quelques cas, le niveau d'hyperglycémie chez les gens qui ont un diabète de type 2 est tel que ces patients peuvent être symptomatiques, polyuro, polydipsiques, comme dans un diabète de type 1. Parce que ce qui fait la polyuro, polydipsie, ce n'est pas le genre du diabète, c'est le niveau d'hyperglycémie. Quand on a une glycémie à 3 grammes par litre, quelle que soit la cause du diabète, on est polyuro, polydipsique. C'est 20% des cas. En revanche, l'acidocétose, c'est rare chez les gens qui ont un diabète de type 2, une fois encore, parce qu'ils conservent une insulinosécrétion, certes pathologique, mais suffisante pour freiner leur lipolyse. Le diabète de type 2, c'est à ce point asymptomatique que quelquefois c'est révélé à l'occasion d'une complication du diabète. Exemple caractéristique, le patient qui fait un infarctus du myocarde, il arrive en USIC, on le prend en charge pour son infarctus et on lui dit « mais tiens, vous avez un diabète, vous le saviez ?» Non, je ne le savais pas. Quand je dis infarctus du myocarde, je pourrais dire insuffisance rénale, je pourrais parler de baisse d'acuité visuelle, on va y revenir. Donc les complications peuvent être révélatrices parce qu'on peut rester des années avec un diabète sans le savoir. D'où l'intérêt du dépistage qui permet aujourd'hui de faire environ 50% des cas de diabète, soit parce qu'on a fait un bilan de santé totalement fortuit et qu'on tombe sur une hyperglycémie, soit parce qu'on va faire du dépistage chez des gens qui ont des facteurs de risque de développer un diabète de type 2. Alors qui sont les gens chez qui il faut faire ce dépistage? Ils sont là. Comment est-ce qu'on va orienter le dépistage? Évidemment, on ne va pas dépister de diabète de type 2 chez tout le monde à partir de l'âge de 3 ans, tous les ans. Ça n'a pas de sens. La rentabilité d'un tel dépistage serait nulle. En revanche, on peut repérer dans la population générale les gens qui sont à haut risque. Donc l'âge, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, l'existence d'une surcharge pondérale androïde, l'existence d'une sédentarité, l'existence d'antécédents familiaux de diabète de type 2, l'origine ethnique, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont d'origine originaires de pays ou d'ethnies dans lesquelles il y a une très forte prévalence du diabète de type 2, par exemple les Indiens Pima, pour en citer un exemple. Des femmes qui ont eu un antécédent de diabète gestationnel, c'est-à-dire de diabète pendant leur grossesse, ou qui ont accouché de bébés macrosomes, c'est-à-dire de bébés de fort poids de naissance, anormalement élevés, on dit plus de 4 kg. Des gens qui se présentent cliniquement comme ayant un syndrome métabolique, l'obésité androïde, ou des gens chez qui, à l'occasion d'un petit bilan de santé tout à fait fortuit, on a découvert une hyperglycémie modérée à jeun, ceux de la courbe bleue du début de l'exposé. Voilà, dans toutes ces situations-là, et a fortiori si elles sont combinées, eh bien, vous identifiez des gens qui sont à haut risque d'avoir un diabète de type 2, et chez eux, c'est raisonnable de faire une glycémie à jeun tous les 1 à 3 ans, selon leur niveau de risque, pour dépister les stades précoces du diabète et le traiter précocement avant les complications. Dans de rares cas, mais c'est une situation là aussi qu'il faut connaître, le diabète de type 2, ça peut se révéler par une complication qu'on appelle le coma hyperosmolaire. Et donc là, cette complication, tout à l'heure c'était l'acidocétose dans le diabète de type 1, maintenant c'est l'hyperosmolaire dans le diabète de type 2. Il ne faut pas croire que ce sont des complications réservées aux uns ou aux autres, mais c'est plus fréquent chez les gens qui ont un diabète de type 2. Les gens qui ont un diabète de type 2 sont des gens qui se déshydratent. Je prends régulièrement l'image, et j'ai même eu droit un jour à l'examen au retour de cette image. Imaginez quelqu'un qui se lyophilise. Voilà. C'est vraiment une déshydratation extrême. Eh bien, évidemment, ça met en jeu le pronostic vital. Donc là encore, ça s'installe de façon progressive dans des circonstances favorisantes. Pourquoi? Parce que pour se déshydrater à ce point, il faut être en incapacité de se réhydrater.
Et les gens qui sont en incapacité de se réhydrater, c'est souvent des gens âgés, parce qu'ils ont des troubles de la soif. C'est éventuellement des gens qui sont en institution, et puis ils sont dans leur lit, dément par exemple, et puis la table de chevet avec la bouteille d'eau est à 1,52 m, ils ne peuvent pas l'attraper. Donc ça, c'est une bonne façon de se déshydrater. Et puis, ils ne sont pas trop surveillés, et puis petit à petit, ils se déshydratent à toute vitesse. Ou bien, ce sont des gens à qui on a donné des médicaments pour les déshydrater, c'est-à-dire des diurétiques, parce qu'ils avaient de l'hypertension, je ne sais pas quoi d'autre, et ça favorise la déshydratation. Le grand symptôme au départ, c'est la polyurie. C'est des gens qui pissent beaucoup. Bien qu'ils se déshydratent, ils continuent à pisser. Ça, c'est franchement pas normal. Ils sont épuisés, ils perdent du poids à toute vitesse, et ils se déshydratent avec persistance d'une polyurie. Si on laisse la situation évoluer, ils se déshydratent de manière majeure. Ils perdent 10-12 litres de flotte. C'est impressionnant. Et évidemment, ils peuvent être en collapsus. Ils ne sont pas du tout dyspnéiques parce qu'ils n'ont pas d'acidose métabolique. Ils ont essentiellement de la déshydratation. Évidemment, cette déshydratation, ça conduit rapidement à des troubles de conscience. Et ils peuvent être dans le coma. Et là, contrairement à l'acidocétose, c'est un coma agité. C'est-à-dire qu'ils s'agitent, ils bougent, ils ont des manifestations neurologiques. Et on peut se tromper et penser qu'ils ont fait un accident vasculaire cérébral, une hémorragie par exemple. Ils ont souvent de la fièvre. Et là encore, comme dans l'acidocétose, il y a souvent un facteur déclenchant. L'infection, c'est un facteur déclenchant des complications métaboliques aiguës du diabète. Voilà. C'est une complication rare, mais c'est une complication vraiment grave parce que ça touche des gens âgés, fragiles, et ça les tue dans 20 à 30% des cas. Deuxième catégorie de symptômes, quels sont les symptômes qui peuvent, les affections qui peuvent s'associer au diabète? Alors, vous avez vu ce que c'est ça? Qui peut dire ce que c'est? Une main, bravo. Une main droite, yes. Et une main droite qui a quoi de particulier? On est en sémiologie là, hein. La sémiologie c'est de l'observation. Alors? C'est une main droite sur un fond noir, oui. Encore un détail? Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme association pathologique chez les gens qui ont un diabète de type 1? Eh bien les gens qui ont un diabète de type 1 ont une maladie auto-immune. Et les maladies auto-immunes, souvent, elles s'associent entre elles. Et chez les gens qui ont un diabète de type 1, dans 20% des cas, il peut y avoir une autre maladie auto-immune associée au diabète. Donc soit cette maladie auto-immune va donner des symptômes, soit elle n'en donne pas et on va la dépister. Et ce sont en général des maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Ça peut être une thyroïdite auto-immune, thyroïdite de Hashimoto. Ça peut être ce que j'ai représenté ici, ce qu'on appelle un vitiligo. Vous voyez ici peut-être la dépigmentation en taches blanches sur cette main qui est de pigmentation normale. Évidemment, ça se voit beaucoup plus si la peau est plus pigmentée. Mais ces taches blanches, qui sont la perte des mélanocytes, ici, ce n'est pas la seule cause de dépigmentation, mais ici, c'est en rapport avec une maladie auto-immune qu'on appelle le vitiligo. Ça peut s'accompagner de gastrite auto-immune, ça peut s'accompagner d'une maladie dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'insuffisance surrénale lente périphérique, qu'on appelle la maladie d'Addison, etc. Il y en a beaucoup qui peuvent s'associer. Et on appelle ça une polyendocrinopathie auto-immune de type 2. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà le genre de symptômes qui peuvent s'associer au diabète chez les gens qui ont un diabète de type 1. Chez les gens qui ont un diabète de type 2, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de symptômes particulièrement associés, si ce n'est une fois encore qu'on est dans un contexte de facteurs de risque cardiovasculaire qui s'associent entre eux et que donc les complications vasculaires sont au premier plan. Alors qu'est-ce que ça peut être les symptômes des complications des diabètes? C'est impossible de faire dans un cours de sémiologie d'1 heure le détail de la sémiologie de toutes les complications du diabète, parce qu'il y en a des dizaines. Donc je vais les citer, et chacune de ces complications a en fait sa propre sémiologie, comme en dehors du diabète. Donc ça peut être bien sûr des infections cutanées et muqueuses, on en a déjà parlé, et c'est surtout, c'est ce qui est au premier plan, les complications vasculaires. Pour ce qui concerne la microangiopathie, je vais vous en montrer un ou deux exemples après. Les lésions rétiniennes du diabète donnent ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique. La cataracte est également plus fréquente, mais elle n'est pas spécifique du diabète, alors que la rétinopathie diabétique, elle, l'est. Les lésions vasculaires rénales qui touchent les glomérules sont responsables de ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, c'est-à-dire des lésions rénales qui se caractérisent d'une part par une protéinurie, d'autre part par une insuffisance rénale chronique. Et puis, je vais vous montrer rapidement ce que les lésions de neuropathie périphérique, qu'on range également dans la microangiopathie, c'est-à-dire les nerfs, l'atteinte des nerfs périphériques, peuvent donner. Alors la forme la plus fréquente des neuropathies périphériques, c'est ce qu'on appelle la polyneuropathie sensitivo-motrice.
Ça touche essentiellement les membres inférieurs, ça touche les fibres longues et ça donne des symptômes en premier lieu sensitifs. Soit subjectifs, les patients se plaignent de paresthésie, de brûlure, de douleur, et ou objectifs, vous, quand vous examinez les patients, vous trouvez une abolition des réflexes ostéotendineux et des anomalies de sensibilité à tous les modes, épicritiques, palesthésiques, etc., thermoalgiques. La macroangiopathie, elle n'a rien de spécifique au diabète, elle est simplement plus fréquente chez les gens qui ont un diabète. Donc ça peut donner des lésions des artères coronaires, une ischémie myocardique dont la complication ultime est l'infarctus du myocarde. Je ne vais pas vous faire la sémiologie de l'infarctus du myocarde, évidemment. Ça peut donner des lésions des troncs supraortiques, et en particulier des carotides, et être responsable d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Et puis ça peut toucher les artères périphériques des jambes en particulier, et donner, avec sa sémiologie habituelle, une artériopathie des membres inférieurs. Donc voilà pour les complications vasculaires. Il est classique de dire, chez les gens qui ont un diabète, que ces patients sont exposés à un haut risque de complications podologiques, c'est-à-dire des pieds. Alors pourquoi de complications podologiques? Eh bien d'une part, parce qu'ils ont des troubles sensitifs liés aux neuropathies, qui fait qu'ils ne sentent pas bien leurs pieds, et que ça c'est un facteur de risque pour faire des complications. Et d'autre part, parce qu'ils peuvent avoir des lésions artérielles des membres inférieurs, qui là aussi sont bien sûr un facteur de risque de complications podologiques, comme par exemple des nécroses ischémiques, je vais vous les montrer. Donc les complications podologiques sont un grand pan de la sémiologie et surtout de la prise en charge des patients. Et puis des complications rhumatologiques et toutes les complications, complications rhumatologiques classiques du genre syndrome du canal carpien, doigt à ressaut, ténosynovite, périarthrite scapulo-humérale, etc. Tout ça, toutes ces complications qui sont en fait en rapport avec des altérations du collagène articulaire et périarticulaire sont plus fréquentes chez les gens qui ont un diabète, et il y a une bonne raison à ça, si on peut dire une mauvaise bonne raison à ça, c'est que la glycation, ça touche le collagène, et que le collagène glyqué, c'est un collagène de mauvaise qualité qui s'abîme. Et donc il y a une espèce de vieillissement accéléré des structures, en particulier périarticulaires, qui comportent du collagène et qui explique pourquoi ces complications sont plus fréquentes. Je pense que le point important, là encore, ici, c'est que toutes les complications du diabète, ou des diabètes, et de l'hyperglycémie en général, d'abord, elles sont très étroitement liées à l'hyperglycémie. C'est-à-dire quand on a un diabète bien équilibré, on n'a pas de complications, et quand on a un diabète très mal équilibré, on a beaucoup de complications. Ce que je vous dis là, c'est une donnée épidémiologique, mais elle est amplement démontrée dans plusieurs études. Les complications du diabète sont très étroitement liées au niveau d'hyperglycémie. Et leur caractéristique, c'est qu'elles sont très peu symptomatiques, jusqu'à des stades très avancés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, par exemple, si on demande à un patient qui a un diabète, on lui dit « ce serait bien que vous fassiez un examen ophtalmologique », il dit « mais vous inquiétez pas, docteur, je vois très bien ». Ça n'est pas du tout rassurant. Ça n'est pas rassurant parce que les complications ophtalmologiques et toutes les autres, en fait, elles vont rester totalement asymptomatiques jusqu'aux catastrophes. Et donc, de fait, puisque ces complications peuvent évoluer à bas bruit, comme on dit, et que chez les gens qui ont un diabète de type 2, les symptômes, il n'y en a pas, eh bien, il arrive que ce soit les complications du diabète qui révèlent le diabète. Or, pour installer des complications d'un diabète, il faut 10 ou 15 ans de diabète méconnu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 3 mois. Alors, je vous en donne 2-3 exemples. Voilà ici des lésions de rétinopathie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une photographie du fond de l'œil. Vous avez ici la macula et ici la papille. Là, les vaisseaux rétiniens qui ont été injectés par un colorant en blanc. Et ce que vous voyez, c'est deux genres de lésions. Ne notez pas ça, c'est juste pour vous en donner un exemple. Vous voyez des petites taches noires qui sont des micro-hémorragies rétiniennes, et puis des petits points blancs qui sont ce qu'on appelle des micro-anévrismes, c'est-à-dire des petites dilatations des vaisseaux capillaires rétiniens. Et bien ça, même avec plus de lésions que ça ne donne absolument aucun symptôme. Donc si on ne va pas le dépister, on ne le voit pas. A l'inverse, si on attend, si on laisse évoluer la rétinopathie jusqu'à son stade utile, c'est ça qu'on peut voir. Et ça, ce que vous voyez, c'est une photographie aussi du fond de l'œil, de deux façons. Et ce que vous voyez ici, là, c'est une hémorragie massive intravitréenne. Et là, vous voyez, la moitié de l'œil est remplie. Hein. Et cette hémorragie, là, oui, celle-là, elle va donner des symptômes, puisqu'elle va donner une perte brutale de la vision de cet œil. Et entre les deux, il se passe environ 15 ans de diabète mal équilibré. Et entre les deux,
Ça survient d'un moment à l'autre. Les gens n'ont aucun symptôme. Donc ne pas faire un examen du fond d'œil à un patient qui a un diabète, a fortiori s'il est mal équilibré, de manière régulière, c'est-à-dire tous les 12 à 18 mois, eh ben c'est une faute médicale. Parce que si on avait dépisté ça avant que ça saigne, on aurait pu le traiter. Voilà un autre type de complication, je vous les donne juste à titre d'illustration. C'est ce qu'on appelle le mal perforant plantaire. Alors mal, c'est une blessure, perforant, ça fait un trou, plantaire, ben, c'est la plante du pied. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, vous voyez cette lésion, il y a une zone d'hyperkératose ici, ce que les gens appellent un corps. Puis au centre du corps, il y a un trou. Et ce trou, il s'est fait parce que les gens ne sentent pas leurs pieds. Donc évidemment, quand on ne sent pas son pied, même si on a un caillou dans sa chaussure, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est exactement pour ça que les gens font ces lésions. C'est parce qu'ils ont des points d'appui anormaux, que la corne qu'ils ont développée ici, le corps, cette hyperkératose, va jouer le rôle du caillou, et ça va finir par décoller les plans sous-cutanés et faire, à la longue, une fistulisation, un trou. C'est lié à la perte de sensibilité. Et comme c'est lié à la perte de sensibilité, les patients ne s'en rendent pas compte du tout, puisque c'est complètement indolore. Donc ils arrivent avec un trou dans le pied. Évidemment, ça siège au point d'appui de manière préférentielle, et évidemment, à partir du moment où on a un trou dans le pied, ou où que ce soit d'ailleurs, eh ben, on risque de s'infecter, et ça risque d'induire une ostéoarthrite septique. Et ça explique pourquoi, dans notre service à Cochin, on a en permanence 8 à 10 patients sur 30 lits qui sont là pour des amputations. Ces lésions, j'ai presque fini, ces lésions neurologiques, hein, qui sont liées à la neuropathie, elles sont complètement différentes des lésions artérielles que vous voyez là. Vous voyez ici, ces lésions artérielles ischémiques gangrénées, hein, c'est de la nécrose ischémique, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que quand on a un diabète avec des complications, on peut avoir et de la neuropathie et de l'artériopathie, et combiner les deux, et ça rend la prise en charge des patients évidemment très complexe. Voilà, je vais finir juste sur cette plaque pour vous dire, quand vous voyez pour la première fois un patient qui a un diabète pour la première fois, et les autres fois aussi d'ailleurs, vous devez commencer par l'interroger, hein, ça fait partie de l'examen clinique évidemment. Vous lui demandez s'il a des antécédents familiaux de diabète chez ses ascendants, chez ses parents. Si c'est une dame, si elle a eu des enfants, quel était leur poids de naissance, ça vous mettra éventuellement sur la piste d'un diabète gestationnel. S'il y a des antécédents cardiovasculaires dans la famille, ceux qui constituent un risque, s'ils sont précoces, cardiovasculaires pour l'individu que vous avez en face de vous. Vous l'interrogez sur ses antécédents personnels, au sens très large du terme, hein, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a de l'activité, etc. Et puis sur les médicaments qu'elle a reçus, que cette personne a reçus ces derniers temps, et en particulier, est-ce qu'il y a des médicaments qui ont pu favoriser la survenue d'un diabète ou le déséquilibre d'un diabète, par exemple des corticoïdes. Et puis, si c'est quelqu'un qui a un diabète connu depuis longtemps, eh bien, il est important de l'interroger sur l'histoire du diabète. Ça fait combien de temps qu'elle a un diabète, comment elle a été traitée, comment étaient les hémoglobines glyquées qui servent à surveiller la qualité de l'équilibre, est-ce qu'on a déjà dépisté des complications, comment elles ont été prises en charge, etc. Et plus il y aura de détails, mieux ce sera pour la prise en charge du patient. Et l'examen clinique d'un patient qui a un diabète, c'est l'examen clinique d'un patient qui a n'importe quoi. J'avais un conférencier d'internat qui disait fracture du barreau de chaise. Voilà. Là, c'est pareil, c'est examen du patient. Évidemment, quelqu'un qui a un diabète, il doit être intégralement examiné comme n'importe qui. Ça inclut les aires ganglionnaires, je ne sais pas quoi d'autre. Mais il y a des critères, il y a des items qui sont assez spécifiques pour le diabétologue. Évidemment, le poids et l'indice de masse corporelle, le tour de taille, est-ce que l'obésité est androïde ou pas. La pression artérielle couchée et debout, parce que l'hypertension artérielle, c'est fréquent chez les gens qui ont un diabète, mais l'hypotension artérielle orthostatique aussi. L'examen vasculaire, il doit être attentif. Pas seulement j'ai senti un pouls tibial et puis voilà. Non, les pouls périphériques, est-ce qu'il y a des souffles sur les trajets vasculaires? L'examen neurologique, pour les raisons qu'on vient de dire, hein, le mal perforant plantaire, ben, il doit être extrêmement attentif parce que l'idée c'est de dépister des gens qui sont à haut risque de complications podologiques, donc bien sûr les réflexes, mais aussi les sensibilités superficielles, profondes, et puis l'interrogatoire pour les troubles sensitifs subjectifs. L'examen cutané, pour voir s'il y a des plaies, s'il y a des lésions, s'il y a des lésions cutanées qui ne cicatrisent pas. L'examen podologique, et en particulier, on recherche les points d'appui anormaux, on cherche également s'il y a des intertrigos entre les orteils, qui sont des portes d'entrée infectieuses. Mais une fois encore, l'examen général. Ce n'est pas parce que ce patient a un diabète qu'on doit s'intéresser uniquement à ce qui concerne le diabète. Dans les examens complémentaires qu'on fera, il n'y en a pas 150 000, même si souvent, malheureusement à mon avis, le bilan du diabétique, c'est une espèce de checklist comme une révision de la bagnole. Donc bien sûr, il faut avoir une idée du contrôle glycémique des gens.
Est-ce qu'ils ont un diabète bien équilibré ou pas? Et ça repose en premier lieu sur la mesure de l'hémoglobine glyquée. Il faut apprécier le niveau des facteurs de risque, par exemple le bilan lipidique. Et bien sûr, il faut faire un bilan des complications. Donc la fonction rénale, l'examen ophtalmologique, l'électrocardiogramme, éventuellement plus. Donc il y a une espèce comme ça, de bilan systématique qu'il faut faire. Il ne faut pas non plus le faire de manière délirante. Je prends un exemple qui moi, me choque beaucoup. C'est une jeune fille qui a 23 ou 24 ans, chez qui on vient de découvrir il y a un an un diabète de type 1. Bon, elle a un diabète qui est bien équilibré, ça fait un an qu'elle a un diabète. Elle vient en hôpital de jour pour faire un bilan et on lui fait un Doppler des troncs supraortiques pour chercher des sténoses carotidiennes. Je ne connais pas beaucoup de gens de 24 ans qui ont des sténoses carotidiennes, même quand ils ont un diabète depuis un an. Donc le bilan des gens qui ont un diabète, ça doit être un bilan très exhaustif, mais très raisonné. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je peux éventuellement répondre rapidement. J'enlève comme ça? J'enlève comme ça? Je ne sais pas, c'est pas mal. Bon, bah ça y est. Je voulais vous demander, est-ce que je peux vous demander, je suis la responsable RT pour la Ronéo, est-ce que je peux vous l'envoyer pour que vous relisiez le cours si possible? D'accord, merci beaucoup.